Merci beaucoup, Marc. Merci à vous d'être ici. C'est un plaisir de participer à ce colloque. Je suis un historien de l'Antiquité, mais je travaille sur l'histoire économique et l'histoire de l'environnement. Mais c'est vrai que j'aborde le sujet d'aujourd'hui d'un point de vue différent, très, très différent, celui de sciences humaines, même si j'ai essayé de penser à l'histoire humaine comme le feraient des spécialistes des sciences naturelles ou de l'écologie. L'histoire n'est cependant pas une science prédictive. Elle peut parfois offrir des leçons, mais ce dont je suis certain, c'est qu'elle offre une perspective. Alors, l'énergie est le fil conducteur de l'histoire de l'humanité et, à plus grande échelle encore, de l'histoire de la vie elle-même. Je vous prie de m'accorder un cadre extrêmement large et abstrait, et je vous promets de le ramener à un niveau plus concret. Alors, en 1944, le grand physicien Erwin Schrödinger a publié un livre préféré pour moi, intitulé « Qu'est-ce qu'est la vie ?» C'est une excellente question, surtout du point de vue de la physique. La vie ne viole pas la deuxième loi de la thermodynamique, mais elle crée un ordre local et une organisation loin de l'équilibre thermique. Et c'est uniquement en consommant de l'énergie libre et en dissipant la chaleur et les déchets désordonnés. La vie est essentiellement l'information codée dans l'ADN sur la manière de capturer et de consommer, transformer l'énergie afin de reproduire l'information. L'évolution est comme un algorithme de recherche qui trouve des moyens de construire des choses qui exploitent le gradient d'énergie libre, principalement sous la forme de lumière solaire, à relativement faible entropie tombant du ciel. Toute vie est un système couplé de métabolisme et du traitement de l'information. Toute vie, toute croissance, toute forme d'ordre et d'organisation est strictement limitée. Cela signifie, par exemple, que les populations animales sont strictement régulées. Le nombre est contrôlé par les flux d'énergie qui circulent dans les écosystèmes. Nos plus proches parents survivants dans le règne animal sont les chimpanzés. Ce sont des animaux sociaux extrêmement intelligents qui utilisent même des outils pour capturer de la nourriture. Pourtant, nous ne vivons pas sur une planète des chimpanzés. Il en reste encore environ 1 million aujourd'hui et ils n'ont jamais été beaucoup plus nombreux. La raison en est qu'il manque d'énergie et qu'au fur et à mesure que leur population augmente, la fécondité diminue et la mortalité s'accroît. Il n'y a jamais de croissance illimitée. Le contraste avec les humains est saisissant. Nous sommes 8 milliards. C'est bizarre. Et la raison essentielle en est la culture. Les humains ont des gros cerveaux, ce qui est bien, mais c'est très, très, très surestimé. Ne croyez pas ce que les humains vous disent à propos de leur cerveau. Le secret de notre réussite réside dans la nature cumulative de la culture, la capacité à stocker des informations au fil du temps, en particulier des informations sur la manière de capturer et de transformer l'énergie. L'histoire de l'humanité est une série de révolutions dans les systèmes couplés de l'énergie et de l'information. La première de ces révolutions a été les maîtrises de feu. Nos ancêtres, Homo erectus, a appris à maîtriser le feu il y a un demi-million à 1 million d'années. C'était une révolution qui a profondément changé notre nature, notre physionomie. L'homme s'est également distingué des autres animaux en maîtrisant l'énergie non seulement par le métabolisme corporel, mais aussi par la combustion. Pendant 2 millions d'années, l'homme a été un chasseur-cueilleur. Le Homo sapiens a évolué il y a 300 000 ans, plus ou moins. Et pendant le 95% de l'histoire de notre espèce, nous avons puisé notre énergie dans les plantes et les animaux sauvages. Il y a 10 000 ans,
au début de l'Holocène, il n'y avait que 5-10 millions d'êtres humains sur Terre. Capter l'énergie des plantes sauvages et des mammouths lainus est difficile. Mais nous étions très doués pour cela, et nous avons commencé à repousser les limites de l'énergie. Il y a environ 10 000 ans, au cours d'un long processus de transformation, l'homme est devenu agriculteur. Essentiellement, nous avons appris à capter l'énergie en contrôlant la photosynthèse d'une poignée d'espèces d'herbes à grosses graines comestibles, comme le riz, le blé et le maïs. Pendant des milliers d'années, notre population a augmenté et s'est heurtée à plusieurs reprises aux limites de l'énergie. La nourriture était rare, tout comme le combustible. Les sociétés humaines dépendaient entièrement de la biomasse vivante récente pour leur approvisionnement en énergie. Mais à partir du XVIIIe siècle, l'homme a systématiquement développé l'exploitation du carbone fossile à une échelle révolutionnaire. C'est un fait étrange que des quantités massives de lumière solaire fossile de période carbonifère sont enfouies sous terre. Un primate astucieux a appris à en tirer parti, ce qui, comme nous le verrons, présente de nombreux avantages, mais aussi des conséquences inattendues. La question urgente est de savoir si notre espèce peut rapidement mettre au point une nouvelle révolution énergétique qui nous libérera, nous et la planète, de notre dépendance à l'égard de la lumière solaire fossile. Il est important de souligner que toutes ces révolutions sont des révolutions dans un système couplé d'énergie et d'information. Il y a beaucoup de charbon sur Terre dans le monde. Il existe depuis très longtemps. Ce qui a changé, c'est la culture humaine. La croissance moderne trouve son origine dans la révolution scientifique. Scientifique, en particulier du XVIIe siècle. L'esprit de l'empirisme, représenté par des gens comme Francis Bacon, a accéléré la croissance de l'information. L'esprit des mathématiques, qui consiste à considérer le monde comme quelque chose de mesurable et de modélisable, l'appréciation de l'importance des connaissances utiles. Tous ces éléments sont symbolisés, par exemple, par la fondation de la Royal Society au Royaume-Uni et peu après ici en France. En l'espace d'une génération, la Royal Society a contribué à la publication des Principia d'Isaac Newton. En fin de compte, la science fondamentale nous permet de comprendre la nature. Les ingénieurs s'appuient sur les connaissances et les idées de la science fondamentale pour capter et transformer l'énergie. Les entrepreneurs rivalisent pour mettre les meilleures idées sur le marché. La transition vers le carbone fossile a été révolutionnaire, mais il s'agit d'un processus et non d'un événement. Ses racines plongent dans le passé pré-industriel. Il faut savoir que pendant les 2 siècles et demi qui ont précédé la révolution industrielle, les frontières des ressources ont été repoussées dans plus de régions du monde que jamais auparavant. De nombreuses sociétés humaines se heurtaient à leurs limites écologiques, aux limites de leurs connaissances en matière de recherche et d'utilisation de l'énergie. En Angleterre, par exemple, le bois était utilisé pour le chauffage domestique et pour le premier processus industriel. Mais la déforestation était un problème majeur. La famine du bois a inspiré l'utilisation du charbon. L'utilisation du charbon a explosé dans l'Angleterre du début du temps moderne, bien avant la machine à vapeur. En bref, la transition vers le carbone fossile est née de la combinaison d'une pénurie d'énergie et de progrès scientifiques rapides. Le contexte social et institutionnel mondial était également important. La croissance du commerce mondial, souvent soutenue par l'impérialisme, a créé des marchés pour l'échange de nourriture, des produits manufacturés et des ressources naturelles. Là encore, cette croissance précède l'industrialisation de plusieurs siècles.
La transition vers le carbone fossile faisait partie d'une transition plus large vers le régime de croissance moderne. L'histoire des sociétés humaines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle est essentiellement une histoire du régime malthusien. Le développement technologique était lent parce que les progrès de l'information et de la connaissance étaient lents. Lorsqu'il y avait un développement technologique, comme une meilleure charrue, un meilleur moulin à eau, les résultats à long terme, pré-industriels, étaient une croissance de la population. En d'autres termes, il y avait plus de gens, plus de biomasse, mais pas plus de consommation par habitant. Lorsque Malthus a rédigé... Lorsque Malthus a rédigé son premier essai à la fin du XVIIIe siècle, il y avait 1 milliard d'êtres humains sur la planète. Mais ils étaient en moyenne extrêmement pauvres. L'ironie de Malthus est que le régime de croissance changeait rapidement autour de lui. À l'époque moderne, la croissance a été rapide et relativement continue grâce au cycle de la science et de l'innovation. Il en résulte une augmentation de la population, c'est-à-dire de la biomasse, mais aussi une augmentation spectaculaire de la consommation par habitant. Bien sûr, la révolution industrielle est en réalité une multitude de révolutions au pluriel. Elle se fait par étapes. Elle varie selon les sources d'énergie. Il existe des différences importantes entre les différents secteurs. Au cours des siècles pré-industriels, on observe déjà une transition importante du bois de chauffage et de la biomasse vivante récente vers le carbone fossile. La première révolution industrielle s'étend du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle. La percée cruciale est l'utilisation de la lumière solaire fossilisée pour effectuer un travail productif, la machine. Le premier secteur à être transformé, est celui de l'exploitation minière. En d'autres termes, on a brûlé du charbon pour extraire le charbon plus efficacement. Ensuite, le charbon a révolutionné la production textile, les fabricants, les transports sous la forme de bateaux à vapeur et de chemins de fer. À partir de la fin du XIXe siècle, le progrès de la chimie et de l'électromagnétisme ont déclenché la deuxième révolution industrielle. Celle-ci est, à bien des égards, beaucoup plus importante que la première révolution industrielle. Elle est fondamentalement alimentée par les hydrocarbures. Le béton et les polymères transforment l'environnement bâti. Le moteur à combustion interne révolutionne les transports. L'éclairage transforme le rythme de vie. Et l'électrification change tout. La vitesse de ces changements est très variable selon les secteurs. Je cite un article, Fouquet 2008. La vitesse variait également en fonction de l'espace. En général, le premier à adopter une technologie se transforme lentement. Les technologies utilisant de nouvelles sources d'énergie sont extrêmement inefficaces dans un premier temps. En outre, elles nécessitent généralement de profonds changements dans les infrastructures et les comportements. Le réseau ferroviaire, par exemple, doivent être construits, mais une fois qu'ils le sont, il y a un effet d'entraînement qui permet d'autres innovations et améliorations de l'efficacité. Dans l'ensemble, la révolution de l'énergie fossile est le fruit d'une combinaison de percées révolutionnaires suivies de progrès incrémentaux continus. Vous pouvez voir ici l'augmentation de l'efficacité énergétique des moteurs et des turbines sur une période de 300 ans. Les améliorations constantes sont remarquables, mais en même temps, en l'absence de technologies révolutionnaires vraiment nouvelles, l'efficacité d'une technologie donnée finit par plafonner. Voici une histoire similaire représentée par le prix de l'éclairage.
Cela représente 250 ans de prix pour 1 million de lumen hours en livres sterling. Les bougies sont remplacées par l'huile de baleine, qui est remplacée par la kérosène, qui est remplacée par le gaz, qui est remplacée par l'électricité avec des ampoules de plus en plus efficaces. Il faut reconnaître que l'idée d'une transition énergétique, du moins telle qu'elle est apparue historiquement, est un peu trompeuse peut-être. Le feu et l'agriculture sont toujours d'actualité. Plus important encore, le charbon n'a pas été remplacé par les hydrocarbures. Au contraire, les combustibles fossiles continuent à représenter une part énorme de portefeuille énergétique. À droite et à gauche, un livre récent qui développe cet argument. Vous connaissez sans doute le paradoxe de Jevons, de nom de l'économiste anglais, William Stanley Jevons, qui a été le premier à constater qu'à mesure que les technologies utilisant le charbon devenaient plus efficaces, on utilise plus de charbon en Angleterre, non moins charbon. Vous voyez ici une jolie graphique représentant le prix de l'éclairage par million lumen hours en livres sterling, mais le prix diminue à droite et l'axe Y représente la quantité d'énergie consommée pour l'éclairage. L'augmentation de l'efficacité de l'éclairage s'accompagne d'une augmentation de la consommation d'énergie. Les conséquences environnementales de cette révolution nous sont familières. Bref, la combustion de la lumière solaire fossile a injecté dans l'atmosphère des quantités massives de CO2 qui y restent. Nous avons aujourd'hui largement dépassé les niveaux de CO2 atmosphérique observés au cours des derniers millions d'années. La quantité de CO2 dans l'atmosphère n'est qu'une des raisons pour lesquelles il est officiellement envisagé que nous vivons à une nouvelle époque géologique appelée l'Anthropocène. L'idée a été proposée il y a près de 25 ans par Paul Krugman, qui a suggéré de la dater des débuts de la machine à vapeur dans les années 1780. Pour de diverses raisons, il y a plus d'arguments en faveur d'une datation de l'Anthropocène au milieu du XXe siècle, marqué par le soi-disant Great Acceleration, des impacts humains sur le cycle biogéochimique de la Terre. Et, publicité, John McNeill va être ici, je vous invite. La grande question qui se pose à notre espèce est donc de savoir comment habiter la planète de manière durable et équitable. Je terminerai en observant les principaux aspects du défi qui sont évidents d'un point de vue historique. Tous ces aspects sont probablement familiers. En premier lieu, notre espèce doit maintenant réaliser une révolution énergétique à une vitesse sans précédent. Ce semestre, je donne un cours complet sur ce qui arrive aux sociétés humaines lorsque le climat change d'environ 1 ou 2 degrés, historiquement. Dans le passé, ces changements ont été très déstabilisants. Notre société est beaucoup plus résiliente que les sociétés passées. Mais les perturbations climatiques qui nous attendent sont également plus imprévisibles. Il faut ralentir la consommation de carbone fossile et accélérer considérablement la découverte et l'innovation. Deuxièmement, ce défi est aggravé par le fait que, contrairement au passé, l'ancienne source d'énergie reste, pour le moment, relativement abondant. C'est un défi, alors c'est différent du passé. Contrairement au passé, la future révolution énergétique doit remplacer le carbone fossile plutôt que de l'absorber dans un portefeuille encore plus vaste. Bien sûr, l'énergie fossile restera importante pendant longtemps dans certains secteurs. Mais, à long terme, la planète sera déstabilisée si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent sans relâche. Et 4. La future révolution énergétique
nécessitera à la fois des découvertes révolutionnaires et une innovation continue. Mais ce ne sera pas simple. Nous avons cueilli tous les fruits à portée de main. Les idées révolutionnaires sont difficiles à trouver et il se peut qu'elles le soient de plus en plus. Voici une mesure de ce phénomène. Le bleu représente le taux de croissance de la productivité aux États-Unis au cours de quelques 70 dernières années. Le vert est une approximation du montant des investissements dans la recherche et le développement. Il existe différentes façons d'envisager ou de mesurer ce phénomène, mais l'élément fondamental est clair. Au long terme, l'augmentation considérable des efforts de recherche n'est pas donné les mêmes résultats en termes de croissance de la productivité. Je conclurai par cette réflexion qui donne à réfléchir. Notre espèce s'est mise dans une position très difficile. J'espère que notre colloque d'aujourd'hui me donnera quelques raisons d'être optimiste quant à notre capacité à relever les défis d'un avenir durable et équitable pour notre belle planète. Nous vous remercions.